Bonsoir, chers amis démocrates africains, les amis du monde entier, les amis qui sont en Europe, une bonne soirée, ceux qui sont en Afrique, une bonne soirée, un bon après-midi à ceux qui sont en Amérique du Nord. Nous avons commencé ce direct avec un petit retard, on peut le dire. Je vais simplement essayer du mieux du son ici pour ne pas qu'on se fasse perturber par des bruits, des messages qui arrivent. Bon. Le thème d'aujourd'hui que nous allons traiter, on va simplement dire, alors que personne ne faisait attention ou ne prêtait attention, Beijing organisait ce qu'eux, ils ont appelé leur conférence de Berlin à leur manière pour découper l'Afrique. Et puis nous allons expliquer quelles sont les banques, quelques banques qui ont aidé à Beijing à pouvoir avancer avec ce plan du découpage d'Afrique. Bien sûr, dans le sens du pillage, bien sûr, oui, chers amis. Mais avant que nous ne commençons notre direct, nous voulons simplement rendre hommage au lieutenant-colonel Benoît Ngouama. Nous savons le colonel Benoît Ngouama, qui est colonel à la retraite depuis 2011. Il est porté disparu jusqu'à aujourd'hui. Il avait été arrêté par les forces de la Gestapo. Donc, la répression militaire de Sassou l'avait arrêté et ses parents le cherchent jusqu'à aujourd'hui. Il avait été arrêté depuis le 31 décembre 2018 et jusqu'à ce jour, ses parents, ses enfants, sa famille n'ont pas de nouvelles du colonel à la retraite, Benoît Ngouama. Il faut rappeler que Benoît Ngouama est un fils de Ntiaki, donc non le de Mouyonzi. Benoît Ngouama a servi dans les forces armées comme colonel de l'armée de terre. Et la toute dernière nouvelle, c'est que Benoît Ngouama, c'est quelqu'un qui s'est démerdé dans ses activités de plantation. Et puis, lors de la campagne présidentielle passée, il a été du côté de Madame Mounari. Et donc, Benoît Ngouama, éventuellement, pour ceux qui ne connaissent pas le colonel à la retraite, Benoît Ngouama, comme vous le voyez dans cette image, si vous aviez le colonel Benoît Ngouama, qui est porté disparu jusqu'à ce jour, ses parents sont en train de le chercher, il est là chez un colonel à la retraite depuis 2011, porté disparu, arrêté, il faut le dire, par les forces de la Gestapo, c'est-à-dire que la milice privée de Sassou, du génocidaire Sassou. Et donc, à ce jour, le colonel à la retraite, Benoît Ngouama, est porté disparu. A-t-il été assassiné? Personne ne sait. Est-il en train de se faire torturer? Personne ne sait. La toute dernière nouvelle que sa famille avait appris, c'est celle de son arrestation. On l'avait conduit à l'état-major de Pointe-Noire, l'état-major qui nous présente les mauvais souvenirs avec l'assassinat du colonel Louembe. Vous connaissez de cette histoire certainement. Il avait Benoît Ngouama qui aujourd'hui est porté disparu. Nous avons tendance à simplement parler du général Mokoko, de Kombi Salissa, mais il me semble que le colonel Benoît Ngouama, personne n'en parle de lui. Et voilà pourquoi nous sommes là en train de rappeler au monde entier ce qui est en train de se passer au Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville demeure une prison à ciel ouvert. Il faut le dire à Sassou, au génocidaire Sassou, ça ne sert à rien d'arrêter les gens parce que le monde est en train de shifter et ce qui est vrai que le retour de l'ascenseur, ça va s'en suivre. Donc, encore, il est quasiment à la fin de sa vie. Il faut qu'il cherche au moins à avoir un bon cœur. Mais nous savons que ce temps ne pourra jamais changer de cœur. Il va toujours rester du côté négatif pour simplement faire souffrir le peuple congolais et continuer à mener sa répression comme il est en train de le penser. Chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, nous savons, là nous rentrons carrément dans le vif de notre sujet, pendant que personne ne prêtait attention, la Chine, Beijing a organisé sa propre conférence de Berlin. Mais nous savons qu'est-ce qui s'était passé à la conférence de Berlin. Non, certainement vous ne savez pas, mais nous avons prévu une petite vidéo de quelques minutes pour simplement vous ramener sur l'atmosphère de la conférence de Berlin. Vous allez rapidement comprendre par rapport au témoignage de ces experts. Nous allons simplement tourner la caméra. Ça sera un direct pas très long, on n'a pas envie de passer beaucoup de temps.
Et nous allons donc cliquer, jouer, et on va entendre ce que ça va nous dire. De dire, on va vous faire du bien malgré vous, en dépit de tout. On veut votre bien, on va vous faire du bien, que vous le vouliez ou non. Et surtout, soyez reconnaissants. Alors vous imaginez la dose de bonne conscience qu'il y a dans le projet de Berlin. La ruée sur l'Afrique est une tentative par les grandes puissances européennes de s'emparer du maximum de territoires possible sur ce continent pour empêcher les autres pays européens d'en faire autant et les devancer. On espérait trouver de nouvelles matières premières et créer de nouveaux débouchés, mais ce n'était pas le plus important. Il s'agissait avant tout de garantir le contrôle de grands territoires à long terme pour le XXIe siècle. Les États-Unis étaient grands, la Russie était grande, et ensuite venaient les États européens qui voulaient eux aussi contrôler d'immenses territoires. Mais tout cela n'avait pas été suffisamment réfléchi. Conférence de Berlin, au fond, détermine un élément tout à fait neuf dans la conquête de l'Afrique par les Européens, c'est qu'elle ouvre la porte du cœur du continent au commerce européen et détermine un espace qui est accessible à tous. C'est la première fois que la totalité d'un continent de 30 millions de kilomètres carrés est découpée par les Européens, entre eux, sans même demander leur avis aux Africains. Bon, vous avez entendu ça, ça c'est, vous menez un peu dans le contenu, l'atmosphère de la conférence de Berlin. Pour ceux qui ne connaissent pas, là vous avez entendu les avis des experts, comment ils ont expliqué le contenu de la conférence de Berlin. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est l'intervention d'un expert qui dit l'objectif c'était simplement d'occuper les territoires et de garantir les matières premières à longue durée du XXIe siècle. Nous en sommes là au XXIe siècle. Éventuellement, l'idéologie de la conférence de Berlin, c'était simplement de piller l'Afrique de ses matières premières, de ses ressources humaines, de diviser l'Afrique. Chaque pays européen a pris sa contrepartie. Bon, nous savons ce qui est arrivé à l'Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale, c'est que simplement on a décidé de ravir à l'Allemagne ses colonies d'Afrique. Mais l'atmosphère, on peut dire le contenu, l'idéologie, la vision de la conférence de Berlin de 1885, 14 nations européennes s'étaient réunies simplement de découper l'Afrique sans pourtant que les Africains ne soient là. Et chaque territoire, on peut le dire, chaque pays européen avait son territoire en Afrique où il peut contrôler les matières premières à longue durée, à long terme, donc du XXIe siècle. Nous sommes là au XXIe siècle. Le contrôle est toujours en train de se faire. L'idéologie même de la colonisation, même après la colonisation, c'est-à-dire, on dit simplement, nous allons libérer l'Afrique des indépendances sous papier. Mais derrière cela, il y a eu des véritables clauses, des contrats qui se sont signés. Que d'ailleurs, on ne va jamais vous le dévoiler, hein, la véritable vision de tous ces pays européens. Chaque pays européen a ses petites comtés, éventuellement la Grande-Bretagne, la France, et les Portugais, et même les Espagnols ont pris une grande section. Mais la plus grande partie, nous pouvons dire que c'est la Grande-Bretagne et éventuellement la France qui ont pris la plus grande partie d'Afrique. Hein, la plus grande partie d'Afrique. Donc ces pays-là demeurent des territoires européens. Il fallait garantir donc l'Europe des matières premières du XXIe siècle. Mais c'est quoi l'importance de ces matières premières? C'est la question que tout un chacun de nous va se poser. Et nous allons donc essayer de vous donner quelques éléments des réponses pendant ce direct. Ce qui est très important ici à signifier, les Européens, dans leur intelligence, ont pensé expandre leur influence au niveau de l'Afrique, éventuellement créer des territoires annexes au niveau de l'Afrique qui leur permettra un jour, hein, s'il y a guerre,
ces territoires seront utilisés comme des territoires arrière-plan, où les gens peuvent aller se ressourcer, où les gens peuvent, bien sûr, envoyer les équipements militaires ou encore utiliser ces pays comme étant des pays qui doivent servir de base arrière. Voilà pourquoi nous sommes en train de voir que plusieurs pays, par exemple dans ce qui concerne les pays francophones, vous avez plusieurs bases militaires françaises qui sont en Afrique. En partant du Niger, au Tchad, au Cameroun, au Gabon, dans toute la sous-région, vous avez des bases militaires françaises qui sont partout. Les Américains aussi, on a des bases militaires. Présentement, vous aviez les Chinois qui sont aussi en train de construire des bases militaires. Par exemple, la première base militaire chinoise qu'ils ont construite, ça se retrouve à Djibouti. Et là aussi, les Allemands sont en train de construire une base militaire vers les zones du Niger, ainsi de suite. Mais ce que nous devons comprendre dans ces stratégies ne consistent pas seulement... Bon, on a oublié la Russie qui a aussi des bases militaires. Éventuellement, la Russie appuie énormément l'Algérie, que nous sommes en train aujourd'hui de voir. Les troupes de l'OTAN veulent aller déstabiliser l'Algérie en passant par le Maroc. Pour ceux qui ne suivent pas les géopolitiques, allez-y. Il y a beaucoup de sites de géopolitique qui existent. Vous vous abonnez. C'est autour de 1 €, on peut le dire comme ça par mois. Vous avez donc toutes ces informations pour pouvoir suivre la politique du monde entier. Bien sûr, il y a aussi des sites universitaires qui sont là, des librairies universitaires qui vous permettent donc de comprendre comment est en train d'évoluer la situation politique à travers le monde entier. Donc voilà pourquoi nous sommes en train de demander au peuple congolais, aux peuples africains d'aller s'informer. Pour s'informer, vous n'allez pas attendre les informations sur les médias ordinaires. Les médias ordinaires ne vous donneront pas la vérité de ce qui est en train de se passer sur le terrain. Les véritables informations, vous trouverez certaines informations sur les médias sociaux. Bon, que certains pensent que c'est pas juste, mais nous avons toujours l'habitude de dire que 90% des informations que vous trouverez sur les médias sociaux, ça s'avérait vrai. Mais la plus grande partie de votre source de recherche et d'information, c'est dans la lecture, c'est en allant dans les bibliothèques, en s'abonnant dans les sites géopolitiques, c'est là que vous allez comprendre, en s'abonnant dans les sites économiques, vous allez comprendre comment fonctionne l'économie et comment l'Afrique est en train de se faire piller sous les yeux des Africains, mais malheureusement, à cause des pantins qu'on a mis à la tête de ces États. Donc, si nous essayons de regarder, les Européens, dans leur intelligence, ils ont découpé l'Afrique, ils ont pillé l'Afrique, ils ont continué à piller jusqu'à aujourd'hui. Mais les Européens ne s'attendaient pas qu'un jour que la Chine pouvait se réveiller économiquement. Pendant qu'il y a eu quelque part l'oubli du côté chinois. Les Européens, ce qu'ils faisaient, c'est quoi? Aller piller les ressources humaines, les matières premières en Afrique, et donc aller chercher à transformer ces matières premières dans des pays où vous aviez la main-d'œuvre la plus moins chère. Et donc la main-d'œuvre la plus moins chère, c'était donc la Chine. Toutes les fois qu'ils sont partis en Chine, les Chinois aussi étaient en train de se préparer d'une manière intelligente. C'est-à-dire, la technologie que les Européens ont apportée, les Chinois ont dupliqué cette technologie, en volant simplement la technologie. Et les Chinois ont donc réutilisé cette même technologie pour éventuellement essayer d'emmener l'épanouissement de leur État en ce qui concerne le domaine technologique et l'avancement dans tous les niveaux. Et pour les Européens, c'était déjà trop tard. Voilà pourquoi vous avez vu qu'on parle de la protection intellectuelle, par exemple, aux États-Unis. Il y a la pression du président Trump avec les Chinois et la pression des compagnies américaines sur les Chinois, mais c'est déjà trop tard parce qu'aujourd'hui, par exemple, des téléphones comme Apple, qui aujourd'hui, la plus grande partie est fabriquée en Chine, les Chinois aussi ont mis leur technologie. Pour ceux qui essaient de suivre la géopolitique, le grand géant chinois qu'on appelle Huawei, aujourd'hui a des problèmes, dont la directrice financière qui est arrêtée ici au Canada. Éventuellement, je n'ai pas envie de rentrer dans ces controverses, mais en tout cas, ça vous montre un peu le temps de cette affaire. Ce qui est très important, chers amis, la réponse africaine par rapport au pillage, de l'Afrique, on peut simplement aller le lire au 6e congrès panafricain qui s'était tenu à Dar es Salaam en Tanzanie. Si vous essayez de regarder, depuis que les Européens ont divisé l'Afrique, ils ont continué à piller, il y a eu, on peut dire,
plusieurs congrès panafricains qui s'est tenu, mais toujours en dehors du territoire africain. Vous voyez? Et donc, la première, on peut dire ça s'est tenu à Paris, deuxième à Londres, la première en 1919, la deuxième en 1921 à Londres, le troisième congrès, on peut dire en 1923 à Londres, le quatrième congrès en 1927, congrès panafricain, donc là où on traite des problèmes d'Afrique, mais ça se faisait pas sur le territoire africain. Le quatrième, on peut dire, ça s'est tenu à New York en 1927, le cinquième, en Manchester, encore en Angleterre, en 1945, et puis le sixième congrès panafricain s'est tenu donc à Dar es Salaam, en Tanzanie, en 1974. Donc c'est pour une première fois que ce congrès panafricain s'est tenu sur le territoire africain. Mais nous savons que le président Nyerere, je crois, de la Tanzanie à cette époque, avec les Sékou Touré, ils ont centralisé ce congrès panafricain en ce qui concernait l'Afrique. Donc ils ont vu trois dimensions. Ils ont vu la dimension économique, la dimension politique et puis la dimension culturelle. Dans ces trois dimensions, ils ont regardé la libération complète de l'Afrique en ce qui concerne le néocolonialisme. Le néocolonialisme, je voulais simplement dire le pillage de l'Afrique par des ressources humaines, c'est-à-dire éventuellement avec des présidents africains qu'on impose, et l'Europe ou l'Occident continue à piller les matières premières. Malheureusement, si vous essayez de regarder tous ces pères de l'indépendance, ils avaient une vision. Hein. Leur vision, c'était carrément de se libérer du néocolonialisme européen, on peut le dire comme ça. Mais les parents de l'indépendance n'ont jamais vu la Chine un jour immergée et devenir aussi un pays qui est à la conquête de l'Afrique. Oui, chers amis. Donc, ce congrès-là, le sixième congrès, sur le point numéro 9 de résolution, je vais simplement le dire, pour permettre la fin de la domination étrangère en Afrique en détruisant les bases des régimes coloniaux et racistes, parce que tant qu'une partie du continent africain continue à souffrir sous le joug de la domination étrangère, les responsabilités et l'intégrité, la personnalité et l'intégrité morale de chaque homme ou femme, qu'il s'agisse ou non des descendants africains, continuerait de demeurer en péril. Donc ça c'est le point 9 de cette résolution du 6e congrès panafricain qui s'était tenu à Dar es Salaam en Tanzanie. On peut le dire, ce congrès s'était réalisé entre le 19 juin au 27 juin 1974 au niveau de Tanzanie. Donc vous voyez que malgré que nos pères d'indépendance se sont battus, mais nous, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes au même point. En ce qui concerne les Européens, aussi, eux-mêmes aussi, ils ne savaient pas que l'Afrique, qu'aujourd'hui, la Chine devait devenir une véritable force dans la conquête des matières premières avec eux. Donc, si nous essayons de regarder rapidement, je vais simplement vous faire passer quelques cartes. Comme ça, vous essayez un peu de regarder de quoi nous sommes. Je vais rapidement vous montrer une carte et vous allez donc comprendre de quoi nous sommes en train de parler. La Chine est arrivée en Afrique à travers ce que nous appelons une domination dans des investissements. On a simplement appelé les investissements de la Chine en Afrique. Et ça, c'est cette carte, hein, cette carte est partie. Cette carte, ça a été publié en 2010, hein, parce que nous attendons encore les cartes de 2018. Si vous essayez de regarder dans cette carte, les pays que les Chinois sont en train d'investir en Afrique. Bon, le Congo-Brazzaville est à ce niveau, mais à ce jour, aujourd'hui, la carte 2018, ou 2019, nous en sommes très certains que nous allons voir des points dans tous les niveaux d'Afrique, dans tout le pays. Mais déjà en 2010, nous sommes en train de regarder, tous ces points-là représentent les investissements chinois en Afrique. Mais si vous essayez de regarder, on va essayer simplement de rapprocher la carte, vous allez comprendre de quoi nous sommes en train de parler ici, là. Si vous essayez de regarder le pourcentage dans les secteurs des investissements. Donc ça c'est en 2010, on avait par exemple 19%
en pétrole et gaz, vous avez par exemple 18% dans le chemin de fer, et vous avez 10% dans les minerais, les hydrocarbures, les armes, ainsi de suite. Et ça s'est estimé en termes de milliards de dollars que les Chinois ont investis. Maintenant, chers amis, si vous essayez de regarder une autre carte, je vais simplement vous présenter cette carte. Comme ça, vous allez voir, ça là, ça représente les nombres des entreprises chinoises. Ça, c'est la carte 2014. Vous voyez, les nombres des entreprises chinoises en Afrique. À ce jour-là, vous voyez que quasiment tous les pays africains, dans tous les pays africains, vous avez des entreprises chinoises qui sont là-dedans. À ce jour, on peut dire en 2014, il y a eu plus de 3171 entreprises chinoises en Afrique. Oui, chers amis. Bon, en 2014, on nous parlait pour le Congo-Brazzaville, on nous parlait de 45 compagnies et chinoises qui sont là-dedans. La question que tout un chacun de nous, en regardant cette carte, vous voyez que, donc, quand vous regardez cette carte, vous voyez des petits chiffres. On va essayer simplement de bien rapprocher la carte, comme ça, tout un chacun de nous va essayer de regarder. Vous voyez que le nombre qui se retrouve à l'intérieur de chaque pays ici, c'est le nombre des entreprises chinoises que nous avons ici, dans ces pays-là. Vous voyez? Et donc, nous avons pris cette carte, les sources, c'est en The Economist. Vous voyez, chers amis, c'est là où nous avons pris ça. Donc, vous voyez que pour le Congo-Brazzaville, on parle de 45, pour la RDC de 112, ainsi de suite. Vous voyez que, chers amis, l'Afrique est en train de subir ce que nous appelons l'envahissement complet de la Chine à l'intérieur du continent, on peut le dire comme ça. On va donc repartir. Je vais simplement remettre la batterie en place pour éviter que nous puissions se faire couper. Voilà. Voilà. Je vais simplement essayer de fermer ça. Voilà. Chers amis, c'est difficile. Hein. Il faut que le monde entier, surtout le peuple africain, puisse comprendre pourquoi nous faisons ce genre de direct. C'est pour éveiller les consciences. Hein. Nous ne venons pas ici pour chercher une médaille en or ou qu'on nous jette de l'or dessus. C'est pour présenter au monde entier toutes ces recherches que nous sommes en train de faire. C'est simplement montrer au monde entier, en réalité, ce qui est en train de se passer dans notre continent, que les pères d'indépendance n'avaient pas cette vision. Hein. Les pères d'indépendance ont voulu avoir une différente vision. C'est-à-dire qu'une Afrique qui va totalement se libérer des prédateurs, hein. Une Afrique qui va se libérer, une Afrique qui va arriver à transformer ses matières premières sur place, à créer de l'emploi, une Afrique qui va devenir, on peut dire, un véritable moteur économique mondial, où même les Européens vont courir derrière les Africains. Malheureusement, la politique européenne que l'Europe a mis en Afrique s'est suivie par des dominations de type dictateurs, des pantins, des multinationales qui sont là en train de travailler avec des Européens pour enfoncer l'Afrique. Et là, nous avons encore un autre prédateur qui s'est ajouté, que nous appelons ici la Chine. Donc, à ce jour, on peut dire que nous sommes quasiment à plus de 3500 entreprises chinoises en Afrique. Mais la question que nous devons nous poser, depuis que ces entreprises sont en Afrique, quel est donc le futur de cette Afrique-là par rapport aux investissements? Donc, je vais simplement essayer de vous présenter quelques éléments. Comme ça, vous comprenez de quoi nous sommes en train de parler. Nous avons essayé de faire quelques recherches vers les années 80. Hein, en volume, les investissements chinois étaient estimés à 1 milliard de dollars en Afrique, entre la Chine et l'Afrique. Ça, c'est en volume, hein, dans l'ensemble de l'Afrique. En 1999, nous avons galopé de 1 milliard de dollars, nous sommes partis à 6,5 milliards de dollars. Suivez, hein, chers amis. Vers les années 80, 1 milliard. En 1999, donc à partir des années 2000, c'est là où les choses ont commencé à galoper d'une manière extraordinaire. Donc, on galope de 1 milliard de dollars à 6,5 milliards de dollars. L'année 2000, la Chine donc investit 10 milliards de dollars en Afrique. Donc vous voyez que, chers amis, en espace d'une année, on a doublé quasiment les investissements chinois en Afrique. Et si nous essayons de regarder
En 2005, nous sommes partis à 39,7 milliards de dollars US. Hein, quand on dit dollars, il faut on parle aussi en termes de dollars US. Vous voyez la suite chronologique? 1 milliard en 1900 vers les années 80, 1 milliard de dollars US. 1999, 6,5 milliards. 2000, 10 milliards. 2005, nous sommes partis à 39,7. Et dans les années 2006, donc en espace d'une année, nous avons galopé à 55 milliards de dollars US des investissements chinois en Afrique. Et la courbe a continué. Et en 2010, c'est là où il y a eu tous ces booms-là des investissements chinois en Afrique. En 2010, nous avons donc atteint ce que nous appelons 114 milliards de dollars chinois en Afrique. Donc vous voyez que, chers amis, on peut dire que déjà, en termes de pourcentage, hein, en 2011, nous sommes passés quasiment, entre 2010 et 2011, nous sommes passés à 166,3 milliards de dollars d'investissement chinois, et la Chine était devenue simplement, on peut dire, le leader hein, devant les Américains, parce que les Américains détenaient autour de 93 milliards de dollars d'investissement en Afrique. Donc la Chine, déjà en 2011-2012, était devenue le leader des investissements au niveau de l'Afrique. Mais la question que tout un chacun de nous se pose, tous ces milliards de dollars qui ont été investis en Afrique, c'est quoi réellement le changement en Afrique? Oui, chers amis. Parce qu'en termes d'investissement, dans une partie du monde, l'investissement veut simplement dire une entreprise qui vient par exemple pour avaler les autres entreprises, hein, c'est-à-dire qui vient pour acheter les entreprises. Vous venez avec du capital, vous achetez les entreprises et au fur et à mesure, ça continue d'évoluer. Et donc, quand vous venez acheter une entreprise, vous améliorez l'entreprise, la productivité augmente, la rentabilité augmente, ainsi de suite. Ça crée des emplois, les emplois vont générer donc ce que nous appelons la richesse d'un État. Par le biais de paiement de la taxation, donc les entreprises vont payer la taxe, les employés vont payer la taxe, et ça fait ce que vous appelez la TVA hein, en France, hein, vous voyez que même au Congo on appelle la TVA, et donc tout ça ce sont des revenus que l'État récolte, donc l'État peut donc se servir de cet argent, soit en une partie payer les services pour cette population, les services ici on peut parler des services de santé, les services scolaires, on peut parler des routes, on peut parler de tout ce qui est service. On veut parler de l'électricité, par exemple, aider les entreprises d'électricité, des entreprises d'eau, ainsi de suite. Dans des pays industrialisés, l'eau, l'approvisionnement en eau potable est strictement réservé, on peut dire, à l'État, hein, ou à la mairie, ou à la région, parce que ça fait partie de ce que nous appelons la sécurité nationale. Vous ne voulez pas donner vos entreprises qui produisent de l'énergie à des compagnies extérieures. Hein, parce que ça fait partie de la sécurité nationale. Vous ne pouvez pas donner de l'eau, hein, la gestion d'eau à des compagnies extérieures parce que ça fait partie de la sécurité nationale, de la santé publique. Oui, chers amis. Vous ne pouvez pas donner la gestion des hôpitaux aux étrangers parce que ça fait partie de ce que nous appelons la sécurité nationale. Si des étrangers veulent venir ouvrir un hôpital, ils vont construire un hôpital privé. Hein, et non donner, par exemple, la gestion d'un hôpital central, l'unique au Congo, à un étranger. Vous voyez que, chers amis, ça fait partie de ce que nous appelons la sécurité nationale. Mais ce n'est pas le cas que nous voyons en Afrique. Vous voyez? Donc, vous voyez qu'en termes d'investissement, on peut dire que des entreprises viennent pour avaler les autres entreprises, pour créer la productivité, et pour l'État, ça fait des gains, ça fait la création des emplois, les populations sont contentes, la classe sociale est contente, et le pays avance. Vous voyez, chers amis? Mais en d'autres termes, des investissements, ça veut seulement dire que venir corrompre les États, hein, chers amis, comprenez bien ça, venir corrompre les États, et simplement que ces États-là vont donc donner la responsabilité aux entreprises qui sont venues là, comme investisseurs, de gérer tout l'argent qu'on les a prêté, et qu'ils ont prêté à ce pays. Par exemple, le cas aujourd'hui de la Chine, qui vient avec de l'argent comme étant le grand emprunteur, et nous prêtons donc de l'argent, nous empruntons de l'argent à la Chine, et ce qui va se passer, c'est que dans l'argent que nous sommes en train de prendre à la Chine comme une dette, c'est encore les entreprises chinoises qui sont responsables de pouvoir gérer cet argent.
Donc, il n'y a aucune traçabilité. Hein? Il n'y a aucune traçabilité parce que vous faites encore confiance aux mêmes gens que vous êtes partis s'endetter. Vous voyez, chers amis. Donc, nous sommes simplement en train de vous montrer graduellement les investissements chinois. Donc, on peut dire que en espace de 10 mois, donc en 2012, hein, nous sommes partis de 166 000 à 163 millions, presque 164 millions d'investissements chinois, ce qui représentait quasiment 22% d'augmentation par rapport aux années précédentes. Et autour si nous essayons de regarder, selon les sommets Chine que nous avons vus organisés par Xi Jinping ou les précédents, la Chine encore, le tout dernier sommet qu'ils ont fait en 2018, en septembre 2018, la Chine encore a mis plus de 60 milliards d'investissements pour l'Afrique. Mais tous ces investissements-là ont toujours bloqué les pays au même niveau. Mais si vous essayez de regarder tous les investissements chinois, ça s'est fait où? Mais ça s'est fait dans les infrastructures. Vous voyez, chers amis, les investissements chinois se sont faits dans les infrastructures. Mais quand les Chinois ont investi dans les infrastructures, qui a donc travaillé dans ces infrastructures-là? C'est toujours les Chinois. Vous voyez? Donc, tout ce qui est appelé travaux d'ingénieurs, travaux de la comptabilité, travaux de vérification, hein, des travaux qui ont été réalisés, tout ça c'est fait par des Chinois. Donc, il n'y a aucune expertise nationale pour pouvoir faire ce travail de contrôle. Tout a été donné aux Chinois. Donc, personne ne connaît même le type de matériaux qui a été utilisé. Est-ce que ça a été fait avec des normes internationales? Personne ne connaît ça. Éventuellement, il y a eu une magouille entre les gouvernants des États africains et des entreprises chinoises qui sont venues comme des investisseurs. Mais, les chers amis, et les nationaux, la plupart des temps, ils occupent le dernier rang, le travail manuel, comme déjà ce que les Européens ont fait, hein, quand ils ont mis fin au colonialisme, à la traite négrière et à tout ce qu'ils ont foutu en Afrique. L'Europe n'avait jamais voulu que l'Afrique, en réalité, se développe. Zéro tolérance dans le développement de l'Afrique. Hein. Ils ne veulent pas voir des gens intelligents en Afrique. Donc, en réalité, l'Europe n'avait jamais voulu qu'il y ait transfert de la technologie. Et d'ailleurs, nous le savons que ce transfert de technologie ne le fera jamais. Même avec la Chine, c'est parce que les Européens pensaient aller là où il y avait la main-d'œuvre. Et les Chinois ont donc eu l'intelligence de copier ces technologies, de les traduire dans leur langue. Et aujourd'hui, la Chine utilise les mêmes technologies. Vous voyez, chers amis. Mais, par rapport à ce que les Européens ont appris sur la Chine, les Européens sont fermes là-dessus. Ils ne veulent plus tomber dans ces mêmes erreurs-là. C'est-à-dire que l'Afrique arrive à se développer, qu'il y ait une technologie avancée en Afrique. Vous voyez, chers amis. Voilà pourquoi les Chinois aussi, quand ils viennent chez nous, ils viennent pour simplement prendre la matière première, la main-d'œuvre est importée de la Chine, vous voyez, chers amis, et tout le travail technique qui est lié à la technologie de pointe ne peut jamais être fait par les nationaux. Et ça pose véritablement un problème. Premièrement, parce que des gens qui viennent travailler chez vous, ils ne sont pas payés aux justes valeurs. Ils sont pris comme des manœuvres. Donc, c'est-à-dire qu'au bas de la société. Et en réalité, l'argent que vous êtes parti prendre comme dette retourne encore auprès de bailleurs de fonds. C'est ça qui est en train de se passer en Afrique. Mais il y a une complicité. Et dans la plupart des cas des pays africains, les mêmes pays, les mêmes dirigeants qui vont donc pour aller emprunter de l'argent auprès des Chinois, deviennent les patrons, en quelque sorte, de ces entreprises chinoises-là, dans leur pays d'origine. Donc, en réalité, l'argent du trésor public qu'on prend pour, soi-disant, rembourser les prêts chinois, mais c'est de l'argent qui se font, en réalité, partagé par de l'argent qui se fait partager par des échelons selon que le dirigeant qui a mené l'entreprise, ainsi de suite. Donc vous voyez que la plupart de ces 3000 et quelques entreprises chinoises que vous avez en Afrique, en réalité, ce ne sont pas des entreprises qualifiées. S'il s'agit, ces entreprises venaient s'asseoir dans des pays européens parce qu'il y a des normes, il y a la traçabilité, il y a la vérification, il y a la qualité du travail que ces entreprises-là exercent. Vous voyez, que, chers amis, que
l'Europe n'acceptera pas que 3000, plus de 4000 compagnies chinoises viennent s'asseoir chez eux. Mais vous voyez que, chers amis, c'est ça la réalité. Donc, si vous essayez de regarder tous ces investissements sur les infrastructures, en réalité, ces infrastructures qu'on a construites ne vont réellement pas servir dans la plupart du temps au monde parce que ça ne représente pas la priorité pour les populations. Les populations voudraient, par exemple, qu'on construise une université, qu'on construise un hôpital de grande renommée, qu'on construise des véritables routes qui lui permettent de dégager sa marchandise au fin fond là où il est. En réalité, donner la possibilité aux nationaux de pouvoir, si vous voulez, mettre en place leurs propres entreprises, pour en réalité générer de la croissance dans le pays. Mais tout près que ces leaders africains vont chercher en Chine, en réalité, tout l'argent qui est emprunté repart en Chine, éventuellement parce que les Chinois viennent avec leurs équipements, ils viennent avec leur main-d'œuvre, ils viennent avec toute leur expertise et ils ne laissent rien. Mais par contre, ce qu'ils laissent, ce sont les catastrophes, les dégâts que nous sommes en train de regarder aujourd'hui. Par exemple, à Kélé, on n'a pas envie de jouer des vidéos parce qu'on n'a pas envie de perdre le temps. À Kélé, par exemple, vous avez la destruction des forêts. À Zanaga, vous avez aussi des destructions de forêts. Vous avez de la pollution de l'eau, ainsi de suite. Vous voyez que, chers amis, ce que nous sommes en train de dire, c'est une véritable réalité. Maintenant, chers amis, on va simplement vous dire quels sont les moyens que les Chinois utilisent pour, en réalité, venir en Afrique. Qu'est-ce que les Chinois veulent? L'objectif principal ici, que vous voyez tous ces pays courir en Afrique, en réalité, c'est l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? C'est simplement la technologie de pinpoint, comme on le dit. La technologie de pinpoint, pour ceux qui ont suivi le président Poutine, quand il avait fait ses exposés sur ses armements qu'il a expliqué, il a dit: ceux qui maîtrisent l'intelligence artificielle vont désormais dominer le monde entier. Mais la technologie artificielle, c'est une technologie qui est utilisée partout. Domaine électronique, domaine informatique, domaine militaire, ainsi de suite. Dans tout le domaine, chers amis. Mais la technologie de pointe exige quoi? Les matériaux, donc les minerais les plus rares. Ces minerais les plus rares là, vous ne les trouverez nulle part si ce n'est qu'en Afrique. Et tout le monde veut être leader de l'intelligence artificielle. Pour être leader de l'intelligence artificielle, il faut donc aller chercher ces matières premières-là. Nulle part au monde, vous allez les trouver en Afrique. Et la plupart des temps, les véritables matériaux sont dans cette zone d'Afrique centrale. Voilà pourquoi vous verrez que cette zone d'Afrique centrale ne va jamais retrouver une véritable paix, ne va jamais retrouver un véritable développement. L'objectif de la Chine ou de l'Occident, c'est de placer des dictateurs dans cette zone qui sont capables de manipuler leur population et afin simplement d'avoir accès facile à ces matières premières. Voilà pourquoi on en vient en termes d'investissement que nous avons toujours appelé des investissements sur du sable qui ne serviront jamais à la population parce que ça ne représente jamais la priorité des populations. Aujourd'hui, nous sommes en train de regarder la Chine donc. Dans leur plan, ils ont donc créé ce qu'ils ont appelé la conférence de Berlin. Comment faire pour aller chercher ces matériaux les plus rares là, en Afrique? Parce que si vous essayez de regarder, il y a un rapport qui nous dit on nous dit, il y a un rapport qui nous dit, le rapport ici nous parle sur les 55% de 50 000 rivières que les Chinois détiennent. On dit 55% est quasiment à la disparition. Parce que les Chinois ont tellement bombardé dans la fabrication, ils ont pollué leurs eaux. Et l'unique façon de pouvoir s'échapper à tout ça, il faut donc aller chercher un endroit où ils peuvent polluer au maximum, tout en faisant du profit, tout en retirant les matières premières. Tous les investissements chinois que vous voyez se fait avec des échanges, c'est-à-dire ils viennent avec le capital, ils disent qu'ils viennent investir dans les constructions des chemins de fer, dans les constructions des stades, dans les constructions des bâtiments. Mais en réalité, vous leur donnez le pétrole en échange. Donc en réalité, il n'y a pas le cash qui circule. Vous voyez, chers amis, il n'y a pas le cash. Mais la question doit se poser, c'est que en venant dans ces accords de ces investissements-là, des infrastructures-là, comment les Chinois
vont faire si seulement si les gens ont du mal à rembourser? Est-ce que les Chinois vont prendre possession de ces infrastructures? Qu'est-ce que les Chinois feront? Vous voyez, chers amis. Donc, on le dit, la Chine a déjà pollué ses terres, a déjà pollué, a déjà fait le paquet dans son industrie. La Chine a donc besoin des matières premières. Les véritables matières premières pour la technologie depuis une pointe se retrouvent en Afrique. Donc, il faut courir en Afrique pour aller chercher. Et ça, c'est au prix de la corruption qu'il faut le faire. Il faut corrompre ceux-là qui dirigent. Voilà pourquoi vous aviez, la Chine est différente. La Chine ne joue pas le jeu que les Européens jouent. Le jeu des droits de l'homme. La Chine ne joue pas ce jeu-là. La Chine vient, vous êtes un dictateur, ils vont s'en foutre des droits de l'homme, parce que chez eux, d'ailleurs, ils ne respectent pas les droits de l'homme. La Chine vient traiter avec tout le monde. Et la Chine vient avec du capital. En contrepartie, les despotes africains, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent donc le cash, quelques cash, ils se partagent, ils donnent un peu le minimum aux entreprises chinoises qui essaient de bricoler de gauche à droite. Et à la fin, ce que vous obtenez, c'est des infrastructures qui ne sont pas bien construites selon les normes et qui vont se crouler après. Je vais simplement essayer de voir si j'ai la chance de vous faire jouer cette petite vidéo ici, pour que vous compreniez de quoi nous sommes en train de parler ici. Je vais simplement essayer de faire jouer cette... Tronçon Massa Inga Inoni Falaise devient de plus en plus difficile au regard de l'état de dégradation très avancé de cette partie de la route, ce malgré les 3 km déjà bitumés entre Massa et Nko. Des nids de poules par ici, des pattes d'éléphant, pointes d'érosion et bourbiers par là, c'est le décor de ce tronçon de la route nationale numéro 2. Ce qui ralentit l'activité économique et la circulation des populations, en témoigne ce chauffeur. Vous voyez la route, pendant 4 jours, la route très mon peu de temps. C'est la route. Mais vous voyez, vous-même, vous voyez, nous sommes là, ça fait 4 jours. Le représentant de la société China State Construction Energy Corporation, qui exécute les travaux, évoque quelques difficultés. Les difficultés pour les employés chinois, on peut convaincre maintenant, mais pour les financements, pour les salaires des employés congolais et aussi les matériaux, on doit acheter sur le site, c'est vraiment difficile maintenant. Donc on espère que les chefs de l'État pourront nous aider de résoudre le problème de financement le plus tôt possible. Devant cette situation grave, le ministre Jean-Jacques Bouya a annoncé ce qu'il y a lieu de faire en urgence. Il y a quelque temps, nous avions pu régler quelques bourbiers, 3 bourbiers importants d'ailleurs, sur ce tronçon-ci. C'était au village Mpo, à Inga et à Oyamfoula. Cela a été réglé, mais les autres petits points qui étaient à l'époque, effectivement, des nids de poules, sont des pas d'éléphants, des grands bourbiers, et les véhicules ne peuvent plus. Chers amis, mais si vous le voyez, en réalité... Il coupe complètement, il est presque déjà coupé. En urgence, effectivement, nous puissions... Bon, voilà, chers amis, je crois que nombreux parmi vous peuvent encore aller regarder cette vidéo ailleurs. En réalité, si vous écoutez ce que le chef, le patron de Tchani, c'est pas quoi là a parlé, il a parlé de paiement des salaires. Et il dit simplement que si le président peut leur payer, le président c'est le génocidaire Sassou Nguesso. Mais en réalité ici vous voyez que le patron de la compagnie c'est Jean-Jacques Bouya. Donc ce sont des investissements sur du sable. Si déjà une compagnie qui vient pour investir, qui vient pour faire ce travaux, n'apporte pas son argent, mais donc en réalité c'est ça qu'on vous représente, les accords avec les Chinois, les investissements chinois en fait c'est ça. Il n'y a pas d'argent. Vous voyez que là, le patron chinois vient simplement de vous dire la véritable vérité ici, là. Maintenant, chers amis, ce qui est très important ici que nous voulons vous présenter dans ce développement, c'est pour simplement vous dire, en réalité, tous ces travaux que les Chinois sont en train de réaliser en Afrique, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est sans les minerais, simplement les minerais. Dans le cas où les investissements chinois qui sont faits sur des infrastructures que aujourd'hui ces pays-là n'arrivent pas à payer, qu'est-ce qui pourrait se passer? On veut simplement vous montrer un autre truc ici là.
Comme ça, vous allez comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Monsieur David Malpass, qui est le secrétaire adjoint au Trésor américain, l'a dit lors de ses interventions. Il a dit d'une manière claire et simple, dans le cas où vous aviez des investissements chinois et que ces pays-là ne sont pas capables de pouvoir payer, la Chine a bien le devoir de pouvoir occuper ces pays-là. Mais en réalité, ça faisait partie du plan de la Chine, le découpage de l'Afrique, l'occupation de l'Afrique, que d'ailleurs que les Européens ont déjà eu à faire lors de la conférence de Berlin. La Chine a simplement suivi le pas, mais d'une manière intelligente, c'est-à-dire en passant par les investissements, tout en sachant que ces pays-là ne seront jamais capables de pouvoir payer ces dettes. Mais les investissements de ce pays ont fait des infrastructures à des coûts les plus bas, mais en même temps, l'argent est partagé entre les dirigeants de ces pays. La plupart de ces gens-là font circuler l'argent dans des paradis fiscaux avec des entrepreneurs chinois et tout le monde gagne. Mais ce qui est très curieux, c'est que entre la Chine et les dirigeants africains, il y a ce que nous appelons les intermédiaires, c'est-à-dire les banques. Puisque nous savons que la plupart des cas, les transactions se font en dollars américains. Oui, chers amis. Dans le cas du Congo-Brazzaville, le pays utilise le franc CFA. Donc forcément, s'il y a des transactions entre la Chine et le Congo, ça doit se passer forcément par la Banque de France. Et la Banque de France va donc utiliser ces réseaux qu'ils ont dans le système bancaire pour que ces transactions-là se font. Donc vous voyez qu'il y a une complicité à haut niveau pour pouvoir continuer à piller l'Afrique. Donc vous voyez que même quand l'Europe, excusez-nous, fait semblant de dire que la Chine est un pays prédateur, mais l'Europe est aussi complice. Hein. Les grandes banques sont aussi des complices dans ces transactions. Parce que la Chine n'utilise pas la même monnaie. La transaction va se faire soit en euros ou en dollars. Donc forcément, il faut que ça passe par la Banque de France. Donc tous, ils sont au courant de toutes les transactions. Aujourd'hui, tout le monde crie de la prédation de la Chine. Mais vous voyez que tout le monde tire de l'argent. Tout le monde tire le profit. Qu'il s'agit de toutes ces banques françaises que vous connaissez, la Banque de France, s'il s'agit de Goldman Sachs, s'il s'agit de toutes ces grandes banques qui sont en train de travailler, qui a toujours leur même partout, là où l'argent circule. Vous voyez, chers amis. Donc, vous voyez que tout ceci se fait sans pourtant que le peuple africain puisse profiter. Hein, sans pourtant que le peuple africain puisse profiter. Ici, nous sommes en train de voir ce que nous appelons un clash de titans, où tous ces grands niveaux qui sont derrière l'intelligence artificielle, derrière les matériaux rares, qui courent vers l'Afrique, qui sont aujourd'hui en train de piller. Vous voyez, chers amis, nous avons déjà fait une vidéo où nous avons appelé l'Afrique centrale vers la guerre de l'eau. L'Afrique centrale vers la guerre de l'eau. Nous allons arriver là, hein, chers amis. C'est-à-dire qu'allez-y encore prendre le temps, allez-y sur YouTube, tapez l'Afrique centrale vers la guerre de l'eau. Vous comprenez de quoi nous sommes en train de parler. Parce que le pillage de l'Afrique, l'exploitation maintenant sur place de tous les minéraux, on transforme, on détruit l'environnement. Il n'y a pas des écologistes qui peuvent défendre l'Afrique. Tout est pris en Afrique. On laisse les dégâts. Qu'est-ce qui va arriver? On transfère les eaux d'un point A à un point B. Mais qu'est-ce qui va arriver? La destruction de l'écosystème. Donc en réalité, les animaux et les gens et les humains vont commencer à se disputer ces endroits-là. Vous voyez, chers amis. Et puis l'eau potable va devenir une denrée rare. Donc en réalité, ça va créer un désastre. Donc dans les 100 ans qui vont venir, les leaders africains sont en train d'emmener l'Afrique dans un chaos total à cause de leur comportement de pillage et de vol et de coopération, soit avec les Chinois, tous c'est des prédateurs, on peut le dire comme ça. Il n'y a pas que la Chine qui a ce comportement prédateur. Vous voyez, chers amis. Donc, on va simplement écouter ce que M. David Malpass est en train de dire ici en ce qui concerne les investissements chinois en Afrique. C'est en anglais, mais nous allons prendre la peine d'essayer de traduire. The mission that you described, to reward or involve countries or governments which are moving forward in a non-corrupt way. And so what it does is reviews applications by various countries and then is able to make largely grant assistance or fully grant assistance to those countries, some of which are pretty large grants. So it's almost like it's a extended review process that can last
multiple years as the country achieves standards. And so we think it's working as intended. It frankly doesn't have that much funding. It's not so large. It's not all that large. And so its impact is to some extent limited because of that. Tell me what the G7 is doing and what the U.S. is doing on One Belt, One Road. What coordinated efforts being taken there? I was in the Congo last year and I saw seas of Chinese concrete, but roads to nowhere, universities built on hillsides that aren't even occupied. I mean, obviously trading all that concrete construction for oil and gas from that small country, but there's no real infrastructure development. I mean, there's no increase in productivity or development or educational attainment because of those investments. And the country seems to me to be worse off because of it. What is the G7 doing with American leadership on that? Bon, voilà. Donc ça, c'est simplement une question qui avait été posée par M. David Malpass, par le membre de Congrès. Il dit il était au Congo-Brazzaville. Il a simplement vu une université qui est conçue sur une montagne, quelques blocs de béton. En réalité, il n'y a pas des investissements qui est réalisé. Le pays n'avance. Il y a des routes qui vont nulle part. Il n'y en a même pas. Et tous ces investissements chinois, en réalité, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Vous voyez que ça c'est un membre de Congrès qui était à Brazzaville, qui est venu témoigner, qui était au Congo-Brazzaville, qui est venu témoigner. Donc, on pose simplement la question à M. David Malpass par rapport au leadership américain. Qu'est-ce que les Américains peuvent faire en ça? Donc vous voyez que si vous avez l'habitude de suivre nos directs, nous avons déjà passé cette section. Et donc, M. David Malpass va donner donc sa réponse sur ça. Maintenant, en ce qui concerne le Congo-Brazzaville, il y avait encore un membre de Congrès qui avait posé une question très intéressante. En ce qui concerne tous ces investissements chinois que nous sommes en train de regarder, qu'est-ce qui arriverait aux pays africains? C'est seulement si, en réalité, les pays-là n'arriveraient pas à payer par rapport à la carte que nous avons montrée. Vous avez donc vu les noms des entreprises chinoises. Les gouvernements chinois passent à travers les entreprises privées chinoises pour investir en Afrique. Donc, quand vous allez chercher à aller négocier avec le gouvernement chinois va vous dire non, ce n'est pas notre problème, allez-y négocier avec ces entreprises-là, mais ces entreprises-là travaillent pour le gouvernement chinois parce qu'elles ont pris des crédits au niveau du gouvernement chinois pour prétendre venir investir au Congo ou en Afrique, mais en réalité, ce sont des investissements qui vont nulle part, qui ne profitent pas à la population, mais qui profitent une partie des gens. Tous ces travaux que nous sommes en train de voir de gauche à droite, des constructions sur du sable, le cas du Congo-Brazzaville avec les grands travaux de Bouya, par la route que vous avez vue, ça vous montre déjà l'atmosphère de la situation. C'est-à-dire qu'une route comme bitume et en une petite pluie, tout s'écroule. Le barrage d'Imboulou qu'on a construit il n'y a pas très longtemps, vous avez tous vu comment le barrage est parti en fumée. Donc c'est ça la réalité. Et ça c'est encore ce que vous êtes en train de voir, mais en réalité le pire est en train d'arriver. Nous allons simplement écouter ce que les leaders de la politique sont en train de nous dire ici. Et ceux-là qui font beaucoup de recherches, parce qu'ils ont assez de moyens pour pouvoir faire ces recherches, nous allons simplement... Il parle en anglais, mais je vais encore traduire sur ce qu'il est en train de dire ici. I have expressed this as it relates to what we call payday lending. I've expressed this as it relates to the lending practices that took place that caused us to go into the downturn 2008 when we had these loans that were made such that the lender, the originator, was in a position to reap benefits by forcing people into high interest rate loans with something called the yield spread premium, which we need not go into today. So I'm antithetical to predatory lending. But I do want to ask this. If China is making these loans and they are infrastructure investments in places outside of China, in Africa, which is a continent, but in countries within Africa, and in Asia,
Pakistan may be one example. What happens if these countries default on those loans to China when the infrastructure is in place and the benefits have been received? What will China do such that it can continue with its efforts? What will it do? Bon, voilà, donc je vais simplement essayer de réduire cette section, comme ça vous allez comprendre de quoi il est en train de parler. Donc le membre de Congrès dit il est allergique on peut dire aux créanciers prédateurs. Nous savons que la crise de 2008, donc cette crise financière que le génocidaire Sassou Nguesso accuse toujours, il dit cette crise, nous sommes arrivés à cette crise parce que nous avons eu des investisseurs ou des créanciers prédateurs qui ont forcé ceux qui avaient des dettes de pouvoir repayer avec des taux d'intérêt très élevés et dont ils ont profité du clash, vous voyez chers amis. Donc il dit, tous ces investissements chinois que vous voyez en Afrique, ce sont des investissements sur des infrastructures qui sont construits à l'extérieur de la Chine, donc en Afrique, dans des pays particuliers. Qu'est-ce qui arriverait si ces pays-là sont incapables de pouvoir payer leurs dettes sur ces infrastructures? Qu'est-ce que la Chine va faire? Et nous allons donc écouter la réponse de M. David Malpass, et ça se passe au Congrès américain. Voilà pourquoi nous, on aime toujours vous faire passer ce genre de vidéos. On va essayer de pouvoir faire la translation avec notre petite connaissance de la langue française et de la langue anglaise. Et puis, vous allez écouter de vous-même ce que les experts sont en train de dire. Et comme ça, les gens prendront conscience en réalité de ce qui est en train de se passer en Afrique. Voilà, donc je vais cliquer. Thank you, Mr. Green. I think that's very well put. Predatory lending, what do you get afterward? Sometimes they take physical possession of the asset. Well, if I may just intercede, how do you take physical possession of a road? Bon, là où M. Malpass dit que oui, la plupart des temps, des créanciers prédateurs, la plupart du temps, ils prennent possession de la chose. De assets veut dire simplement de la valeur de la chose que vous aviez construit à travers ce prêt. Par exemple, moi, si je partais prendre un prêt à la banque, si je suis incapable de payer, mais la banque va donc venir récupérer le prêt, par exemple, de la voiture. Si j'avais acheté une voiture à crédit, la banque va récupérer la voiture. Donc, le créancier ou le créancier va prendre possession du bien. Vous voyez, chers amis. Et là, le membre de Congrès dit, comment allez-vous prendre possession d'une infrastructure à l'extérieur de la Chine? Nous allons écouter ce que M. Davis est en train de nous dire ici. Of the bridge. In Africa, roads and bridges, things that are of benefit to people, are being constructed. How do you repossess that? Bon, voilà. Donc, il dit simplement, comment vous allez prendre une possession d'un pont ou d'un bâtiment en Afrique? Ces routes-là, c'est très bénéfique pour des gens. Comment allez-vous prendre possession d'une infrastructure, d'un pont qui bénéficie et qui profite aux gens? On va donc écouter ce que M. David dit ici. This is somewhat new in international law. So Malaysia is an example of a country which had been receiving the loans, building some of the infrastructure. There was a change of government. They found that the terms of the loans were not favorable and the construction was not favorable. And so they've tried to resist then the payments on those. And this gets into what I was mentioning earlier. China is not a member of the Paris Club, which has been a group of countries that finds a method to reschedule or to reduce a debt if it was unfairly presented, or if the country is unable to pay it.
there is a process that other countries participate in order to lower the debt and allow the country and maybe the new government to go forward. If I may, China doesn't participate in that. Understand, so, bon, voilà, donc le monsieur dit qu'il y a eu, ça c'est quelque chose de nouveau dans le droit international. Il dit, il a pris l'exemple de la Malaisie qui avait une dette avec la Chine, et il y a eu, enfin c'est l'ancien régime qui a contracté cette dette. Le nouveau régime est arrivé à penser que c'était une dette qui était réalisée dans des conditions de fraude, donc la Malaisie va donc à résister de pouvoir payer, donc a simplement dit non de pouvoir payer cette dette. Donc vous voyez que, et là, le monsieur dit, la Chine fait partie maintenant du Club de Paris, donc ces groupes qui permettent la régulation, de trouver des autres méthodes ou de pouvoir créer des chemins flexibles qui peuvent permettre à un État de repayer sa dette. Donc, c'est ça que monsieur David Mepas est en train de pouvoir expliquer ici. Et là, nous allons donc écouter encore la question du membre du Congrès américain, ce qu'il va dire. Voilà, donc on va rejouer. Permit me to ask with different language, if I may. Assuming there is a total default and the country says, I cannot repay this debt, what does China do? Bon, voilà. Donc là, il dit, considérons qu'il y a un défaut total de 100%, comme le cas que nous sommes en train de voir, le Congo qui est incapable de rembourser la dette parce que le génocidaire Sassou est allé s'endetter au nom du Congo. Donc il dit, s'il y a un défaut total de 100%, qu'est-ce que la Chine va faire? Si le pays dit, je ne suis pas capable de pouvoir payer la dette, qu'est-ce que le pays va faire? On va donc simplement écouter ce que M. David Mepas va dire ici. We discussed earlier Congo-Brazzaville, which is a case where the country is unable to pay the amount of debt that China conveyed, and yet China has not accepted the lower payment. And so we are at... Bon, voilà, donc je vais rapidement traduire que nous avons discuté tout de suite le cas du Congo-Brazzaville qui est incapable de pouvoir payer sa dette. Et la Chine refuse de réduire cette dette. Et donc, c'est ce qu'il dit, ce que le monsieur dit, le Congo-Brazzaville est incapable de pouvoir payer sa dette parce que la dette est très élevée et la Chine refuse de pouvoir réduire la dette. Et nous allons continuer donc la suite ici. Ça, c'est le cas du Congo-Brazzaville que monsieur David Mepas est en train de parler ici. Voilà. Point globally in the international financial system where we are pressing hard for China to realize what has happened and to lower the amount of debt. But there's not a full resolution to the point. What will China do if the debt is not lowered? If they conclude the country receiving the loan says, I really can't pay it and I'm walking away, what will China do? Bon, voilà. Donc, vous voyez que le membre du Congrès est en train d'insister là-dessus. Il a dit, il dit, le monsieur il dit, bon, nous essayons de regarder par des lois internationales comment la Chine, on va forcer la Chine à pouvoir réduire cette dette. Le membre du Congrès insiste là-dessus. Il dit, non, c'est pas ça. Il dit, qu'est-ce que la Chine ferait si le Congo est incapable et la Chine refuse, si la Chine refuse de réduire, qu'est-ce qui va se passer? Donc en réalité c'est ça, nous allons donc écouter ce qui va arriver au Congo-Brazzaville et à tous les autres pays africains qui sont allés donc prendre des dettes frauduleuses auprès de la Chine. In one instance, Djibouti, China took physical possession of land as payment for the debt. Another country that's currently having debt difficulties, Gabon, is trying to work out the terms with China. So your point is well taken. Within the international law sphere, though, there is the difficulty of if there's not a bankruptcy process or there's not a debt lowering process, the lender can claim rights, which is what China has been doing, and that's what we're working hard. I mentioned in my statement, Secretary Mnuchin has launched an initiative, a powerful global initiative to force transparency of debt as a starting point in addressing the points that you're raising. Our first step in getting a resolution of this
is to get the IMF and the World Bank to work with countries to make sure that they're aware of the debts that they're taking on, and then have a methodology for dealing with those debts, which they often don't have right now. Thank you for the... Bon, voilà, donc vous avez entendu la réponse de M. David Malpass, il est très clair. Il a dit, dans le cas où il y a défaut que la Chine refuse de diminuer la dette, qu'est-ce qui va arriver? M. David Malpass a été clair. Il a donné des exemples de Djibouti. La Chine a pris possession des terres. Hein. Donc la terre dit ça appartient aux Chinois et ils ont le droit de le faire. Ce sont des lois qui leur permettent de le faire. Il a dit il y a encore un autre pays qui est le Gabon qui a des problèmes, mais le Gabon essaie de travailler pour trouver une résolution avec la Chine. Donc vous voyez que M. David Malpass est très clair là-dessus. Donc la Chine a le droit de prendre les terres, d'occuper tout ce qu'ils ont à l'intérieur de ce pays. S'ils ont fait des investissements dans votre port, dans vos aéroports, qui sont des points stratégiques, hein, qui font partie de la sécurité nationale, la Chine a le droit d'occuper ça, parce que ça leur permet. Et il dit, ils essaient de travailler dans des lois internationales, éventuellement avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, pour informer les pays qui vont donc prendre des dettes, signer des dettes obscures avec la Chine, de ce qui va les arriver. Donc vous voyez que les autorités américaines sont très claires là-dessus. Donc vous voyez que pour Sassou qui est allé dans le genre du système Sassou, parce que si vous allez suivre l'entièreté de la vidéo, on vous dit clairement que le Congo ne sait même pas combien il doit à la Chine, parce qu'il y a eu tellement beaucoup de gens qui partaient s'endetter au nom du Congo à la Chine. Donc les gens là, vous le connaissez. On va citer quelques noms hein, que vous connaissez. Vous avez Denis Cristal qui partait s'endetter au nom du Congo. Vous avez Jean-Jacques Bouya qui partait s'endetter. Vous avez Ondongo qui partait endetté. Vous avez Sassou Nguesso qui partait endetté. Vous avez Galis Ganongo qui partait endetté. Vous avez ces généraux militaires qui partaient s'acheter des armes de militaires en Chine au nom du peuple congolais. Vous voyez, chers amis. C'est ça la réalité, chers amis. Donc vous voyez que même les Chinois sont incapables de savoir combien le Congo leur doit. Parce que ça fait partie de leur sécurité nationale. Donc, l'objectif de la Chine, c'est la prédation. On vous pousse à la dette, on vous convainc, et ils vous emmènent ces entreprises, par leurs entreprises. La Chine contrôle encore tout l'argent, donc tout l'argent qu'on vous a emprunté, en réalité, repart en Chine. Et ceux qui viennent travailler en Afrique, ce sont les Chinois. Les manœuvres sont payées à bas prix, vous voyez, chers amis. Donc, en réalité... c'est un jeu du chat et de la souris entre la Chine et les gouvernements africains. Et c'est le peuple qui est perdant parce que s'il y a quelques constructions qu'on a eu à faire, c'est des constructions sur du sable. Voilà pourquoi vous êtes en train de voir la Chine en train de remonter sa puissance par l'occupation du néocolonialisme, à travers ses investissements. Mais les Européens continuent aussi de le faire. C'est devenu une compétition entre les Chinois et les Européens sur le territoire africain. C'est ce que les Africains doivent comprendre. Oui, chers amis. Donc, vous voyez que tant que nous aurons en place des despotes africains qui ont plus de 40 ans au pouvoir, qui n'ont aucune vision pour le futur de l'Afrique, nous allons continuer à tâtonner. Vous voyez que nous le savons aujourd'hui que toutes les entreprises chinoises sont dans la magouille avec les gouvernements. Donc, il y a un certain moment, il faut que nous puissions donc amener les Chinois sur les tribunaux internationaux, comme d'ailleurs sur des régulations. Mais le cas des occupations des terres en Afrique, nous sommes déjà en train de le voir. En Djibouti, il y a déjà une base chinoise. Et en Malawi, je ne sais pas, Malawi, Zimbabwe, il y a des occupations qui sont là-bas. Aujourd'hui, on va simplement essayer de tourner la caméra. Comme ça, vous allez comprendre de quoi nous sommes en train de parler ici. Si vous lisez cet article, vous allez voir que la Chine a investi beaucoup d'argent au niveau du Kenya. Vous voyez, chers amis, il y a... il y a un chemin de fer qui part, je ne sais pas, de Nairobi jusqu'au port de Mombasa. Et ce chemin de fer passera aussi, ça ira jusqu'en Ouganda parce que ça fait partie des investissements chinois qu'ils ont réalisés. La Chine est en train de prendre possession de ce chemin de fer. La Chine est en train de prendre possession de... je ne sais pas ce qui arrive là. Voilà, donc on va essayer de regarder. La Chine est en train de prendre possession du chemin de fer, possession du port de Mombasa. Et la Chine a le droit de pouvoir faire tout ça. C'est ça la réalité. Donc on va encore essayer de bien vous le montrer parce que nous sommes dans le système du baie vitré. Pour que les gens ne disent pas de quoi nous sommes en train de parler, nous aimerons toujours présenter les sources de nos informations.
comme ça, le monde connaîtra de quoi nous sommes en train de parler. Donc, tout à l'heure, quand ça va s'ouvrir, je vais vous le montrer. Donc, vous voyez que la Chine est en train éventuellement de passer. Le cas du Congo-Brazzaville, vous le savez, la construction, il y a une base militaire de Konkwati-Ndouli qui est en train de se faire construire. Et ça se passe dans le calme total, dans le calme absolu. Que la France est bien informée de la situation, mais la France, ce qui compte pour la France, ce sont ses intérêts. Donc vous voyez que tous ces grands pays courent en Afrique parce qu'il y a l'intelligence artificielle, il faut être l'élite de l'intelligence artificielle. Et le pillage de l'Afrique se fait avec tout ce que nous sommes en train de dire ici. Aujourd'hui, ce sont les Africains qui payent de la pollution, ce sont les Africains qui payent par manque d'emploi, ce sont les Africains qui payent par manque d'éducation. Oui, chers amis. Donc, on le dit, tous ces investissements chinois en Afrique n'apporteront rien en Afrique. Si vous essayez de regarder les stratégies que les Chinois utilisent pour atteindre l'Afrique, c'est le nouveau partenariat qu'ils ont créé à travers ce grand groupe financier qu'on appelle BRICS. BRICS, ça veut seulement dire Brésil, Russe, Inde, Chine et puis Afrique du Sud. Vous voyez, donc ce grand BRICS, donc vous avez le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Et le partenariat de l'Afrique de Chine ici, c'est l'Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que l'Afrique du Sud présentement a une forte armée dans cette zone d'Afrique. L'Afrique du Sud est un peu plus développée et donc on utilise l'Afrique du Sud comme le pays de la prédation dans la sous-région. Aujourd'hui, vous avez les Sud-Africains au Congo-Brazzaville, des terres au niveau de Dolisie là-bas, on a donné aux Sud-Africains, mais les Sud-Africains travaillent avec des investissements chinois. Oui, chers amis. Aujourd'hui, vous êtes en train de regarder en République démocratique du Congo, dans l'exploitation des minerais, vous avez des Sud-Africains qui sont là à l'intérieur. Si vous regardez aujourd'hui au Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a deux groupes qui se forment. Donc vous avez le groupe de la Chine, de la Russie et de l'Afrique du Sud qui veulent maintenir le régime Kabila et éventuellement supporter l'accord que Félix Tshisekedi venait de signer avec Kabila, vous voyez, chers amis. Et vous avez donc le groupe des Occidentaux qui sont en train de regarder que les matières premières de la technologie de pointe de l'intelligence artificielle sont en train de commencer de les échapper. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est cela que vous avez commencé. Vous avez donc vu cette visite de Xi Jinping, le président chinois, en Afrique, quand il est parti au sommet de BRICS, le sommet de BRICS, le 25 juillet 2018 en Afrique du Sud. Il a fait donc le tour, le Rwanda, le Sénégal et éventuellement l'île Maurice. Vous voyez, chers amis. Pourquoi aller à l'île Maurice? Parce que l'île Maurice, c'est quoi? L'île Maurice, c'est quand même un peu un paradis fiscal. Donc, c'est un paradis fiscal. Donc, c'est un pays qui leur sert du blanchiment d'argent. Un pays qui leur sert de créer des entreprises fictives par lesquelles il y a des comptes bancaires qui leur permettent de venir assurer leur prédation en Afrique. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est cela. Et puis, pourquoi le Rwanda? On va vous le dire simplement. Le Rwanda est proche de la République démocratique du Congo. Le Rwanda est devenu comme le patron du coltan, alors qu'il ne détient pas le coltan sur son territoire. Donc, piller l'Est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, vous êtes en train de regarder tous les pays. Les Allemands sont allés implanter leur industrie de Volkswagen au Rwanda parce qu'ils veulent être très proches de ces matières premières. Donc vous voyez qu'on est obligé d'utiliser Kagame qui est devenu une figure de ce néocolonialisme, que ce soit chinois, que ce soit européen, que ce soit ainsi de suite en Afrique. C'est-à-dire Kagame expose les enfants d'Afrique, détruit les enfants d'Afrique, pille les enfants d'Afrique, tue les enfants d'Afrique, parce qu'on lui a promis quelques miettes, quelques développements dans son pays. Vous voyez, chers amis. Donc c'est ce que nous sommes en train de dire, ça c'était pas la vision de nos pères de l'indépendance quand ils sont allés au 6e sommet panafricaniste de Dar es Salaam en Tanzanie. Leur vision, c'était pas de regarder l'Afrique dans cette chute libre là. Vous voyez, chers amis. Donc on le dit encore, pour les Chinois, on veut simplement dire que signifie la conférence de Beijing de l'occupation de l'Afrique, le néocolonialisme chinois en Afrique. Qu'est-ce que ça signifie pour les travailleurs africains? Ça signifie la Chine ne va octroyer 0 emploi rémunérable aux Africains.
C'est ça la réalité. 0 emploi rémunérable aux Africains. Pour la Chine, on s'en fout de l'environnement. Ce qui est plus important, c'est notre argent que nous venons, mais en réalité que nous prenons les matières premières, que notre argent repart encore en Chine. Donc en réalité, il y aura 0 emploi, 0 bon contrat pour les travailleurs africains. Il n'y en aura jamais de transfert de la technologie entre la Chine et les pays africains. Il n'y en aura pas, chers amis. Le transfert de la technologie va se faire avec la diaspora africaine elle-même. Cette diaspora qui est allée partout étudier, c'est cette diaspora-là. Si nous avions des chefs d'État visionnaires en Afrique, c'est cette diaspora-là qui apportera le transfert de la technologie en Afrique. C'est ça la réalité. Ne vous attendez pas que ce sont les Européens qui viendront vous donner des techniques, construire vos universités, vous mettre des laboratoires de recherche pour commencer à transformer vos matières premières sur place. Jamais ça se fera avec des intellectuels africains qui sont allés donc chercher l'intelligence et c'est eux qui viendront donc ramener ces choses-là. Mais pour que cela se fasse, il faut que vous ayez des responsables africains qui ont une vision pour l'Afrique. Donc pour la Chine, 0 emploi rémunérable, 0 transfert de technologie pour les Africains et on veut simplement dire pour les Chinois, les travailleurs africains vont demeurer des manœuvres, hein, donc des outils manuels de force comme d'ailleurs les Européens vous ont utilisé lors de la colonisation. Et donc pour la Chine, on va continuer à piller l'Afrique, on va détruire l'environnement, on va tout détruire pour les matières premières. Donc vous voyez que chers amis, c'est ce que nous sommes en train de dire ici. La complicité, elle est de partout, qu'il s'agit de la prédation européenne qui veut vouloir accuser la Chine. Tout le monde est complice parce que les transactions passent à travers les banques américaines, les banques européennes, les banques africaines, ainsi de suite. Donc sur cette ligne de pillage de l'Afrique, tout un chacun d'eux est responsable. Maintenant, la responsabilité de l'Afrique, de nous, la jeunesse africaine, c'est de traquer les génocidaires, de traquer les despotes africains. Donc, il va falloir que nous luttions, hein, même au prix de notre sang, pour chasser, casser cette ligne-là qui est en train de faire pour détruire l'Afrique. Aujourd'hui, par exemple, pour l'Afrique francophone, nous sommes pris par un étau entre la Chine et la France, hein, qui est le pire, qui fait partie des pilleurs, fait partie des prédateurs. Parce que, qu'est-ce qu'un prédateur? Un prédateur, c'est celui qui vient prendre ce que tu as et détruit tout sous la ligne. N'a aucun sentiment. Il brise tout. Aujourd'hui, Total vient, il pompe le pétrole comme il veut. Total est incapable de pouvoir construire même un petit hôpital là où il pompe le pétrole. Total ne s'inquiète même pas de la qualité d'eau, de l'assainissement des villes. Ils s'en foutent, ils pompent tout, il est parti. Et quand il va tout finir, et c'est fini, il ne va plus revenir. Vous voyez, chers amis, c'est ça la prédation. Un prédateur, il vient pour te ravir ce que tu as par la force. Et quand tu le ravis, ça crée les dégâts, ça crée la mort. Ils sont fous du reste, ils sont fous des dégâts. Ce que Total fait, c'est ce que les Chinois sont en train de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, les Chinois sont en train d'aller à grande vitesse parce qu'ils ont amené toutes les machines nécessaires pour aller dans la profondeur, pour aller en grande vitesse, vite prendre ce que les autres prennent peut-être avec un ralentissement. Donc, la conscience de la jeunesse africaine est totale. La conscience, elle est totale. Oui, nous avons pris conscience, maintenant c'est l'étape de l'agissement. Chassons les despotes, coupons le cordon ombilical qui lie l'Afrique avec ses prédateurs, et puis emmenons cette diaspora intelligente et compétente pour reconstruire l'Afrique, et c'est cette diaspora qui vous aiderait donc à pouvoir transformer vos matières premières sur place, parce que tant que vous n'avez pas la vision de transformer les matières premières sur place, vous allez jamais en tirer des véritables investissements, jamais vous allez créer de l'emploi, et l'Afrique sera toujours une poubelle de tous les prédateurs. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Passez une bonne soirée. Au revoir.